Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, c'est l'heure de votre JT. Quels sont les titres que nous développerons aujourd'hui? Élément de réponse dans ce sommaire. Il s'agit d'un rendez-vous régulier. Depuis plusieurs années, des entrepreneurs venus du monde entier se réunissent à Monaco à l'occasion du congrès Ernst & Young. Un hôtel particulier chargé d'histoire, il est situé au cœur de Paris et s'appelle tout simplement l'hôtel de Monaco, découverte dans un instant. La saison 2013-2014 vient d'être dévoilée au théâtre Princesse Grace, programme à suivre. Et puis place à la danse pour clore cette édition avec les imprévus au cœur de l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Je vous le disais en titre, les meilleurs chefs d'entreprise sont réunis en principauté pour quelques jours. Il faut dire que la compagnie Ernst & Young organise sur le Rocher, comme chaque année, son congrès afin d'élire le meilleur entrepreneur de l'année, tout simplement. Les précisions sont signées Élodie Messager. Ils viennent du Danemark, de Chine, d'Argentine, d'Indonésie, d'Australie ou encore de Serbie et jouent un rôle clé dans l'économie mondiale. Les meilleurs entrepreneurs de 47 pays participent au congrès organisé par la compagnie Ernst & Young en principauté. Ils vont tenter de décrocher le titre de meilleur entrepreneur de l'année et la compétition s'annonce serrée. Les entrepreneurs sont des concepteurs, des visionnaires. Aujourd'hui, nous célébrons leur succès et ce qu'ils apportent à la société. Au travers de notre engagement avec Ernst & Young, notre but est d'aider, de faire tout notre possible pour créer une meilleure dynamique de marché. Nous pensons que les gouvernements doivent encore mieux collaborer avec les entreprises du secteur privé, car ils participent à rétablir la croissance économique et créer de l'emploi. Il n'y a pas de meilleur moyen d'y arriver qu'en travaillant avec les entrepreneurs. Ceux qui participent au concours à Monaco cette semaine ont réalisé des résultats exceptionnels ces dernières années et créé plus de 200 000 emplois. Notre rôle est d'essayer de les aider à faire naître leurs projets, d'accompagner leurs idées et finalement de célébrer leur succès dans le but d'encourager l'entrepreneuriat dans le monde. Le jury est notamment composé d'anciens lauréats. Chaque juge s'entretiendra 15 minutes avec tous les candidats. Après avoir raté de peu le titre il y a 8 ans, Jean-Luc Petit-Huguenin, président de Paprec Recyclage, a été élu meilleur entrepreneur de France. Il compte bien cette année réaliser le Grand Chelem en devenant l'entrepreneur de l'année à l'échelle mondiale. Son entreprise, créée il y a 18 ans, réalise 29% de croissance par an. Forcément, on a toujours envie de gagner pour son pays, on est toujours un peu nationaliste. Si ça pouvait être un Français plutôt qu'un Chinois ou un Sud-Africain, les Français n'ont encore jamais gagné le prix. Alors, je pense que mon principal atout, c'est que je suis dans le green business, c'est-à-dire que ma compagnie fait du recyclage. C'est vraiment l'exemple de la croissance verte, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau modèle qui existe. Donc je pense que si j'ai une chance, c'est parce que j'illustre ça, j'illustre la croissance verte. Je suis parti de zéro, je vais employer 5000 personnes l'année prochaine, 3500 en ce moment. Le prix de l'entrepreneur de l'année est la plus prestigieuse des récompenses décernées aux entrepreneurs dans le monde. Avant l'annonce des résultats samedi soir, plusieurs tables rondes et conférences sont organisées. Parmi les invités d'honneur de la manifestation, Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix. Nous prenons à présent la direction de Paris pour vous faire découvrir un lieu particulièrement chargé d'histoire. Il s'agit de l'hôtel de Monaco. Il abrite depuis les années 30 l'ambassade de Pologne. Le couple princier s'est d'ailleurs rendu sur place en début de semaine. Au cours de leur visite, des décorations ont été remises au nom du président polonais à différentes personnalités monégasques, leurs excellences Philippe Nermino et Jacques Boisson, ainsi qu'au chambellan du prince. Reportage. La principauté de Monaco et la Pologne ont depuis bien longtemps un point commun évident, les couleurs de leur drapeau. Mais ce rouge et ce blanc sont loin d'être leur seul lien, comme en témoigne cet hôtel de Monaco. Une demeure située à quelques mètres des Invalides, en plein cœur du 7e arrondissement de Paris. Une demeure édifiée au XVIIIe siècle à la demande de la princesse de Monaco, épouse du prince Honoré III. À la Révolution française, la princesse a quitté la France, craignant pour sa vie, et a quitté cette belle résidence qu'elle n'a plus jamais revue, elle est morte en exil. Et ensuite, donc, l'histoire de cet hôtel particulier a été très riche. Il y avait notamment un banquier
qu'il a acheté en 1838, qui s'appelait William Williamshope, et qui voulait éblouir les Parisiens et qui voulait montrer qu'il était riche, il voulait montrer toute sa fortune. Et c'est à lui que nous devons toute cette décoration, toutes ces dorures, toutes ces peintures. Une histoire riche pour cet hôtel, la somme en quelque sorte des goûts et des caractères de ses différents propriétaires au fil des années. L'hôtel qui, depuis le XXe siècle, accueille l'ambassade de Pologne en France, ce qui constitue un lien supplémentaire entre la Pologne et la principauté. Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène ont d'ailleurs effectué une visite ici même. Je crois que c'est quelque part aussi une expression, ou ça renforce plutôt l'expression d'amitié que nous avons pour la principauté. Il y a bien sûr pour plusieurs raisons un accueil favorable que la principauté a toujours gardé en Pologne. Il y a des personnalités polonaises qui étaient résidents, et je pense plutôt à des artistes, à des gens qui ont contribué aux essors des arts et de la culture, non seulement du monde des finances et entreprises. Et puis d'autre part, moi je peux le dire également de mon expérience très personnelle, il y a une bienveillance particulière du souverain pour la Pologne, le pays qu'il connaît relativement bien, le pays dans lequel il s'est rendu encore étudiant. Là, c'est avec beaucoup de respect, énormément d'intérêt que nous recevons le couple princier. Pour nous, c'est quelque part une nouvelle possibilité de dire toute notre amitié au nom de mon gouvernement envers le souverain, le peuple de Monaco. C'est tout simplement quelque chose qui nous vient spontanément. Et au cours de cette visite, le couple princier a pu découvrir le jardin et les différentes salles de cette demeure, comme celle de musique, qui a fait connaître par le passé Frédéric Chopin au tout Paris. La salle de musique, l'un des points forts de cette résidence, mais pas seulement, il y a aussi ce salon bleu. Il y a 3 éléments caractéristiques. Le premier, c'est cette belle pendule ornant cette belle cheminée, puisque du temps de Hope, c'est lui qui a fait mettre toute cette décoration, était aussi un grand collectionneur. Il avait une très belle collection de tableaux, de meubles, de mobilier. Mais après sa mort, tout a été dispersé dans une vente aux enchères. Le deuxième motif caractéristique, c'est le masque du roi Soleil, le même qu'à Versailles, que vous trouvez au-dessus de la cheminée et au-dessus de chaque porte. Effectivement, l'architecte qui a fait des travaux pour Hope, qui s'appelait Fedel, est allé à Versailles. Versailles, les travaux entrepris par Louis-Philippe à Versailles venaient de se terminer. Et en fait, le public, les gens pouvaient aller visiter Versailles. Le troisième élément, c'est le super parquet que vous avez ici, on peut le voir uniquement sur les photos, puisqu'il est tout à fait exceptionnel. Il y a 18 essences de bois différents, mais malheureusement, il est tellement précieux que nous sommes obligés de le couvrir par un tapis, les protégeant à la fois des talons, mais aussi de la lumière naturelle. Plus de 2 siècles après sa construction, l'hôtel de Monaco figure parmi les petits trésors architecturaux de la capitale, dissimulés derrière les façades et les portails, à découvrir tous les ans à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Dans le reste de l'actualité. Après Paris, retour en principauté où plusieurs lettres de créance ont été remises au souverain. Lettres remises par différents ambassadeurs comme Somskadi Suryawongse du royaume de Thaïlande. Son Excellence, M. Paul Dur. Paul Dur, ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg. Ainsi que Mohamed Mer Abdallah Youssif Al-Raisi, ambassadeur de l'État des Émirats Arabes Unis. Tous 3 sont donc désormais accrédités auprès de la principauté. Il s'agit d'un rendez-vous toujours très attendu par les amateurs de théâtre. La conférence présentant la prochaine saison du TPG a eu lieu jeudi. Et une chose est sûre, la saison 2013-2014 s'annonce très chargée au Théâtre Princesse Grace. Fabien Bonilla vous en dit plus. Paul Masseron, Jean-Charles Curaud et Françoise Gamère-Dinger viennent de présenter la 32e saison du Théâtre Princesse Grace. 16 pièces proposées l'année dernière, 21 cette année, une saison sous le signe de l'éclectisme.
une grande diversité de spectacles puisque nous avons des vaudevilles, nous avons des comédies, nous avons aussi des textes très classiques comme Voyage au bout de la nuit, du Monterland, un auteur qui est peu connu, peu joué et la scène a été reprise, donc c'est vraiment pour nous un très très grand plaisir et surtout vraiment de grands noms qui ont répondu présents pour cette saison et j'en suis absolument ravie. De grands noms tels que André Dusselier, Yvan Attal, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Alexandra Lamy, Léa Drucker, Gérard Jugnot, Michel Bouquet, Romane Boranger ou encore Pierre Arditi, et la liste est encore longue. Le Théâtre Princesse Grace et sa nouvelle saison contribuent au rayonnement culturel de la Principauté. Je crois que le Théâtre Princesse Grace montre qu'il a toute sa place, je dirais, dans la politique culturelle de la Principauté de Monaco. Une politique culturelle comme l'a voulu le veut la famille princière, qui est une politique, je dirais, très diversifiée, qui je dirais, aborde l'ensemble du spectre de la culture, la musique, l'opéra, la danse, le musée, le théâtre. Je crois que c'est un ensemble tout à fait cohérent et qui montre bien que la culture est un élément d'attractivité en Principauté de Monaco. La programmation 2013-2014 du Théâtre Princesse Grace sur le site internet le www.tpgmonaco.mc. 2 comédiens de la pièce Plus vrai que nature, programmée au mois de décembre, ont assisté à cette présentation. Il s'agit de Delphine Depardieu et de Paul Belmondo. Je vous propose de les écouter. Ils reviennent notamment sur le fait d'effectuer une tournée en province et de faire une étape en Principauté. Moi, c'est un grand plaisir parce que je reviens ici. J'étais venue avec une pièce d'Élite Fuite que je jouais avec Roland Giraud. J'avais un tout petit rôle. Et là, je reviens dans une ville vraiment très agréable avec des gens très accueillants. Donc, je suis ravie de revenir ici. Ouais, c'est sûr que pour moi, de jouer ici à Monaco, c'est quand même c'est quand même quelque chose de très spécial. Ça commence par mon enfance, où en fait, enfant, je venais beaucoup ici. Ça passe par mon adolescence et ça passe aussi, bien sûr, par ma vie de pilote, où j'ai réalisé ici un rêve d'enfant qui était de devenir pilote de Formule 1 et j'ai couru en Formule 1 ici. Donc forcément, c'est une ville qui est très importante pour moi. Je suis venu faire d'autres choses, je suis venu faire des triathlons, des courses à pied. Donc voilà, donc il y a Monaco, je reviens perpétuellement à Monaco. Et c'est vrai que de venir jouer au théâtre ici, depuis que j'ai décidé de devenir comédien, j'ai l'impression un petit peu de boucler la boucle. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui me ramène ici et je suis ravi de jouer ici à Monaco, bien sûr. Culture toujours, mais dans un autre domaine. Place à la danse avec les imprévus. Organisé à l'atelier des ballets de Monte-Carlo, José Sacré a suivi cette nouvelle édition pour vous. Mystère et secret de la création. Tel aurait pu être le titre de ces imprévus proposés en leur atelier par les ballets de Monte-Carlo le mercredi 5 juin 2013. Le public privilégié a pu assister durant près de 2 heures à une séance de travail, une répétition de Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot dans une nouvelle distribution en vue d'une représentation le 18 juin prochain à Hambourg. Pièce emblématique du répertoire chorégraphique, Roméo et Juliette pour Jean-Christophe Maillot et bien plus encore. Quand j'avais 15 ans, j'ai eu la chance de le danser à l'âge du rôle, j'ai envie de dire, chez Rosella Hightower à Cannes. Donc j'étais encore étudiant. Ensuite, je suis parti à Hambourg et j'ai dansé là-bas pendant 3 ans, puis je me suis cassé le genou. Et pendant ma rééducation, le chorégraphe, le grand Neumayer, m'a proposé à ce moment-là de me préparer à l'idée de recréer le rôle avec lui pour un nouveau spectacle qu'il allait faire. C'était une manière, je crois, de me motiver pour retrouver la force que j'avais perdue. Et puis j'ai travaillé comme un fou pendant 3-4 mois sur ce spectacle et le jour de la Générale, je me suis cassé le genou de manière définitive. Ce qui fait que je n'ai jamais fait le spectacle, mais que du coup j'ai embrasé une nouvelle carrière qui est celle de chorégraphe. Donc je suis parti à Tours. Et en 83, j'ai pris la direction en 83, j'avais 23 ans et à 26 ans, j'ai décidé de faire un spectacle qui s'appelait Juliette et Roméo sur une partition d'un compositeur qui s'appelle Michel Beuret. Et ça a été le premier succès de ma compagnie à Tours, ce Juliette et Roméo qu'on avait présenté au Théâtre de la Ville. Et puis je suis venu à Monaco et à Monaco, j'ai créé un Roméo et Juliette en 96. Et je dois dire que c'était l'aboutissement d'un long parcours. D'abord parce que j'avais la chance à ce moment-là de profiter d'une compagnie qui était exceptionnelle, ce qui n'était pas encore le cas à Tours, on avait beaucoup moins de possibilités. Un orchestre superbe, une partition exceptionnelle qui est celle de Prokofiev.
mais la même trame dramaturgique que j'avais fait à Tours finalement, curieusement. Comme quoi, souvent on s'aperçoit qu'un artiste ou un créateur, quel qu'il soit, refait toujours la même chose au fil du temps et essaye de l'améliorer. Ce qui est amusant, c'est que ce Roméo-là, vous le répétez aujourd'hui avec une nouvelle distribution donc, pour la présenter à Hambourg. À Hambourg, voilà, où John Neumayer, après 30 ans d'absence, ça fait 30 ans que j'ai quitté cette compagnie, me réinvite en tant que chorégraphe avec les ballets de Monte-Carlo pour présenter ce Roméo et Juliette. C'est un enjeu personnel, c'est un accomplissement personnel et finalement prendre le public monégasque à mes côtés, c'est une manière de me conforter ou peut-être de me donner un petit peu de courage parce que j'avoue que j'ai une certaine appréhension à l'idée de présenter ce spectacle là-bas 30 ans après à un public qui m'a connu comme danseur. Du sport à présent avec de la natation et le meeting international de Monte-Carlo qui ouvre cette année le très attendu Mare Nostrum. Frédéric Elion a rencontré à cette occasion Roland Trabariès. En termes de performance, je dirais que la première étape, c'est a priori celle où on va avoir le moins de performances réalisées. Parce qu'ils arrivent, les machines se mettent un petit peu en route. Ils sont là sur un circuit. Normalement, ils sont concentrés de la même façon sur la première, la deuxième, la troisième étape. Donc, à part cette petite différence que je viens de vous expliquer, ça ne devrait pas changer grand-chose. Encore une année à grosse échéance, puisqu'il y a les championnats du monde. Les années post-olympiques sont toujours particulières. Donc là, on va voir comment les nageurs, notamment ceux qui ont gazé à Londres, on va voir comment ils vont réagir, comment ils vont nager. Souvent, il y en a qui lèvent le pied. Il y en a d'autres qui arrivent à garder la pression constante. Voilà, on aura un premier élément de réponse puisque là on rentre dans la période des meetings de préparation importants. L'an dernier, quelques records étaient tombés. Est-ce que vous pensez que cette année aussi on peut aller chercher quelques records du meeting? Pour deux raisons, je pense que le record sera plutôt rare cette année, à savoir qu'on est en pleine préparation pour les championnats du monde, à quelques semaines, et puis parce qu'on est la première étape. Donc les deux raisons s'accouplant, on va dire, on aura peu de records. Meeting international à suivre tout au long du week-end, commenté donc sur Monaco Info en direct. Une information pour terminer, un point d'étape plutôt concernant cette belle opération 1000 km pour 1000 enfants. Nous vous tenons informés quasi quotidiennement. Sachez qu'aux dernières nouvelles, Jean-Christophe Agosta, carabinier de première classe, a parcouru 96 km. Il est actuellement à Donzy, pas très loin de Nevers. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité aujourd'hui. Place à présent à vos prévisions météo. Vendredi, prolongement de la période de temps sec et beau, quelques nuages discrets, température comprise entre 18 et 23 degrés. Samedi, le temps devrait commencer à changer, soleil plus hésitant. Dimanche, le temps sera littéralement décevant avec quelques nuages et de très discrètes apparitions du soleil, température pouvant aller jusqu'à 19 degrés au meilleur de la journée. Lundi, diminution du risque d'averse, quelques apparitions de nuages, température levée du jour 17 degrés et au meilleur de la journée 21 degrés. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de vos programmes sur Monaco Info. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Vanessa Dessy et un nouveau numéro d'Asphalte. À très bientôt.